Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment pouvez-vous expliquer que Dieudonné Yebga dépose sa candidature, pourtant il a été exclu du Manigam depuis 2017. Comment cela a-t-il été possible? Il faut lui poser la question. Moi, je ne vais pas répondre à sa place. Mais le contexte du pays favorise ce genre de contorsion. Je crois que le moment est propice pour que chacun tire son épingle du jeu en termes matériels. Bon, les chiffres circulent sur cette opération, montée évidemment par le ministre de l'Administration territoriale. Elle n'est pas à son premier coup. Mais là, vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites cette année montée par le ministre de l'Administration territoriale? Mais bien sûr, dans la mesure où celui qui réhabilite aujourd'hui Yebga, tout en sachant que c'est du gros chiffre faux. Bon, le Conseil constitutionnel va trancher. Nous apporterons toutes les preuves pour démasquer ceux qui ont monté cette opération. C'est tout. Nous continuons tranquillement à la mise en place de l'organisation pour les élections du 12 octobre. Nous serons perturbés par les échos des réseaux sociaux, mais pas beaucoup. La preuve, ce matin, vous êtes venu, vous avez trouvé que la permanence était déjà assaillie par des supporters qui ne comprenaient pas ce énième coup de banditisme du régime RDPC. Mais vous allez me dire que le fait que Dieudonné Yebga ait déposé son dossier, c'est un coup monté par l'UNA qui vous reconnaît, par ailleurs, comme président du Manidem depuis 2018 et dans un document qui circule sur les réseaux sociaux. Comment peut-il en même temps vous reconnaître comme président et monter ce coup? Posez lui la question, il fait tellement de conférences et d'interviews que c'est lui qui devra s'expliquer. Mais il n'est pas à une contradiction près, vous savez. Tous les coups sont permis avec ce régime, à condition qu'ils arrivent ils tentent d'arriver à créer le chaos dans ce pays. Parce que cette provocation, elle n'est pas simple. Elle risque de nous plonger dans des situations difficiles. Avez-vous envisagé une poursuite judiciaire contre Dieudonné Yebga parce que c'est une sorte d'usurpation victime, c'est je viens de dire. Non, nous sommes préoccupés par la mise en place de l'organisation de la campagne. Nous avons donc d'autres chats à fouetter. De la même manière, le commissaire ou le commissariat qui a divulgué les documents relatifs à la candidature de président Camteau, lui également, il est coupable de divulgation de documents confidentiels. Mais pour le moment, on a d'autres chats à fouetter. On verra tout ça après. Le camp ne s'arrête pas après le 12 octobre. Et s'il arrivait que Dieudonné Yebga soit reconduit par la Cour constitutionnelle, comment va-t-il se passer, président Kane? Bon, avec les SIA, on peut battre des châteaux en Espagne. On avisera. Les châteaux prendront ses responsabilités. Michel? Voilà, une fois le plus, bonjour. Bonjour. Alors, le Manigam revient sur la scène en ce qui concerne la présidentielle après son absence lors du dernier scrutin. Alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui a motivé son retour? On n'était pas absent du scrutin. On n'avait pas de candidat. Mais nous qui avons participé activement, nous avons écrit à tous les candidats en proposant un programme commun de gouvernement pour essayer d'arriver à la candidature forte, qui est également l'objectif de cette année. Donc on était présents. Donc vous savez, la vie est très dynamique. Elle a des moments d'accélération, surtout la vie politique, des moments de pause et des moments de repli. Aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération. C'est ce qui rend fébrile le régime RDPC. C'est peut-être un champ de signe. Alors, on va parler de cette présidentielle. Le Manigam a décidé de mettre en avant le candidat Maurice Kamto pour représenter le parti lors de ce scrutin. Alors, dites-moi, M. Haïti, comment estime aujourd'hui que c'est une sorte d'alliance de circonstances pour permettre effectivement à Maurice Kamto de pouvoir prendre part à ce scrutin pour répondre aux voix? Mais vous savez, il faut. C'est le cas pour vous, il faut connaître l'histoire de ce pays, l'histoire de son. En 1992, le candidat de l'Union pour le changement, dans laquelle nous n'avons pas pris une part très active, sinon déterminante, sortait fraîchement du RDPC. Il venait d'être battu par Chiachou
dans la circonscription de la section de la Maison. Mais l'intérêt du pays, qui était évident, a imposé Fondi. Et nous avons participé malgré les divergences terribles avec l'individu et son parti, malgré même certains défauts en tant qu'homme politique de M. Fondi. Mais vous avez l'intérêt de notre pays au-dessus. Les Camerounais, nous traduisons les aspirations de notre peuple qui n'en peut plus, qui souffre, qui est brisé sur tous les domaines économiques, social, culturel, psychique. Donc leurs aspirations montent vers nous. Il faut changer ce pays. Et ce que nous faisons, c'est dans ce sens. Il faut changer, il faut en finir avec ce régime. Et comme c'est l'intérêt général, nous faisons fi de nos différences, de nos ressentis, nos ressentiments. Et la politique ne se fait pas avec des ressentis, des ressentiments. Ça va être des projets et des idées. Et c'est ce qui guide notre action. Vous parlez effectivement de vos projets, de vos idées. Le candidat qui va représenter l'UNAMIDEM, Maurice Kamto, est présenté dans l'opinion publique comme une personnalité qui fait peur au régime actuel. Déjà, est-ce que vous avez cet avis? Et que pouvez-vous dire, qu'est-ce qui fait sa particularité? Qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui de ce candidat? S'il fait peur au régime, tant mieux. Ça veut dire que le régime considère que les élections du 12 octobre ne sont pas sur le plan des résultats en leur faveur. La différence peut-être avec les autres candidats, nous travaillons ensemble avec une phase d'accélération depuis 2013. On s'est vu à sa permanence. En 2018, il est venu ici, avant l'élection présidentielle. Nous avons présenté nos objectifs qui sont les mêmes aujourd'hui, la candidature forte, et la manifester de l'intérêt, même comme si en 2018 ça n'a pas abouti à cet accord politique. C'est la différence essentielle. Mais vous savez, nous avons investi Kamto en tant que parti, mais le travail n'est pas fini. Nous continuons toujours avec lui à espérer que nous arriverons à l'objectif final, qui est une candidature forte. Regardez un peu, ça fait ridicule, 40 candidats. Ça fait ridicule. Bien sûr, il y a derrière les manigances du régime. Mais même certains candidats font preuve d'antipatriotisme, un éparpillement des voix de l'opposition. Je comprends qu'il y ait des candidats qui se sont présentés pour d'autres objectifs que battre le régime RDPC, pour se faire connaître, ça se comprend. Mais ils ont la possibilité, après avoir fait cette pré-campagne, de se désister. Vous savez, le deadline, comme on dit sur le journalisme, c'est la veille de l'impression du bulletin. Si vous désistez la veille de l'impression du bulletin, on va rembourser votre caution. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui sont à déposer un dossier pour se faire voir, se faire connaître. C'est bien, mais que par la suite, qu'il revient du bon sentiment par rapport à l'intérêt du pays. Et vous avez un problème cette année avec le nombre de candidats? Vous en avez de candidats, ce n'est pas la démocratie qui est en train de se manifester. La démocratie, ce n'est pas le désordre. C'est bien au contraire. La démocratie, c'est quelque chose de sérieux. Et nous devons vraiment prendre part que les gens qui ont des projets, qui ont des objectifs précis. Et il y en a-t-il de plus important que l'intérêt du pays? 43 ans de soi-disant renouveau, il y en a marre quand même. Vous savez, tous les jours ici, nous accueillons des gens qui sont dans des classes extraordinaires. Les gens sont à 100 francs. J'arrive, monsieur, je viens de Yassa, c'est à dizaine, quinzaine de kilomètres d'ici, à pied, pour venir chercher le bon manger. Donc, avec une situation pareille, vous ne pouvez pas imaginer qu'on peut prendre au sérieux quelqu'un qui va à l'élection présidentielle pour se faire voir uniquement en oubliant que ce pays s'y souffre. Bon. Ils ont un sursis, ce serait comme je dis, à l'impression des bulletins de vote. Je crois qu'il est de leur intérêt même de saisir cet horizon pour revenir à de bons sentiments. Président Ekadé, en investissant Maurice Kamto, vous avez de facto démissionné, si on peut dire, quitté vos pouvoirs.
Est-ce que c'était une rupture calculée ou alors une nécessité idéologique? Vous savez, le groupe de Douala est né après la collaboration avec Cato, active, accélérée, depuis 7 mois. Nous nous voyons plusieurs fois par semaine pour travailler. C'est justement en espérant que ce travail aboutirait à un stade supérieur qui est la candidature forte que nous avons, avec d'autres, pris l'initiative du groupe de Douala. Donc le travail du groupe de Douala n'est pas fini puisqu'il y a un deadline la veille de l'impression des bulletins. Bon, je peux momentanément, pour des raisons tactiques et de bienséance, me mettre en back-office du travail du groupe de Douala. Mais on continue à travailler avec beaucoup de hargne et de sérieux. Est-ce que vos camarades vous regardent de la même façon? Est-ce que c'est ce qui se passe que vous êtes dans une sorte de traîtrise? On s'est vu hier, on a travaillé ensemble. Vous savez, le principe c'était de ne pas afficher son candidat, mais pas de ne pas avoir de préférence. Vous imaginez que les autres membres, chacun a une préférence. Nous, ce que mon parti a fait, ce n'est pas une affaire d'Anissé Canet, c'est de rétablir la justice. Est-ce que le choix de Maurice Kamto ne cache pas les conditions personnelles d'Anissé Canet? Je voudrais d'abord vous dire que ça aurait été injuste que lors d'une élection comme celle-ci, un moment capital, l'un des candidats majeurs, je ne dis pas le meilleur, ne puisse pas y participer. C'est de l'injustice. Nous avons rétabli l'équilibre, nous avons mis les gens sur la même ligne d'arrivée et de départ. C'est tout. C'est le parti qui l'a décidé. Et comme je suis, jusqu'à preuve de contraire, président du Malidem, je peux estimer que, bon, il faut mettre un peu en retrait du groupe. Mais je continue avec les autres camarades du groupe. Et voilà, notre travail fait l'objectif majeur de faire une candidature forte. D'ailleurs, le candidat du Malidem, Maurice Kamto, il est ouvert, il a dit, même lors de la conférence de samedi dernier après les candidatures, qu'il est ouvert. Et je crois qu'avec notre concours, nous continuons à rencontrer les autres candidats. Et que répondez-vous à ceux qui prétendent que cette alliance est basée sur des intérêts financiers? Mais vous savez, il y a beaucoup de marchands de tapis en politique. Nous n'en sommes pas. Les principaux dirigeants du Malidem ont milité dans la clandestinité sous Aïdou, pas sous le multipartisme administratif. Donc, moi, je me suis engagé en 73, après avoir assisté par hasard à l'assassinat de Wandé sur la place publique. Vous aussi, vous étiez? Moi, on est allé faire un match de football et c'est avéré que c'est tombé là, la providence fait des choses terribles. Et j'ai même une fille qui est née le 15 janvier. Donc, voyez-vous, depuis que nous sommes entrés en politique, ce n'est pas les occasions, vous imaginez, de monter pour se faire comme certains, aller manger dans la petite main du régime. Ouais. Ils sont déjà en prison en 90, les autres ont levé. Justement, entre 90 et 92, vous faisiez partie des fumées de pro du combat démocratique au Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'autre sens, peut-être d'arbitre. On voit plus sur un arbitre ou quelqu'un. Il n'y a pas d'arbitre en politique. Les arbitres sont impartiaux. Normalement. Moi, je suis partial, je suis contre le régime RDPC. Profondément contre. Viscéralement contre. Brutalement contre. Donc, je ne suis pas un arbitre. Et ça me met dans son appel au Camerounais. Il ne faut pas qu'ils soient des arbitres. Qu'ils arbitrent. Donc vous considérez comme un faiseur de roi, après ce qui s'est passé? Bon, le roi, il a tout dit, il n'est pas avec nous. Non, on ne peut pas. C'est une concertation, c'est une construction politique et même stratégique pour en finir avec le régime. Je n'ai pas fait de Kamto un roi, d'abord, je ne sais pas s'il va être roi un jour. Il est en position de traduire dans les faits. D'où il part, pour arriver aujourd'hui à être candidat, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'utilise le mot roi, on peut dire, et rien n'était sûr pour lui. Oui, mais vous savez, extraordinaire. Il y a des Camerounais qui sont morts pour ce pays. C'est à eux qu'il faut donner le qualificatif de personnage extraordinaire. Vous savez, je n'ai pas 12 ans. Donc, si j'avais des ambitions démesurées,
le cadre pour l'intérêt du pays, j'ai eu le temps d'y arriver. Et je pense Camto également. Mais ce que nous construisons là, c'est une architecture pour bâtir la maison du Cameroun, qui est en lambeaux. Les fondations ne sont pas celles du Cameroun, c'est les Occidentaux qui ont décidé ce qu'on est, ce qu'on a fait aujourd'hui. On parle leur langue, on n'arrive pas à insister. Thierry Rescato, en quoi est-ce qu'il est, j'ai envie de dire, semblable au projet historique, quand même révolutionnaire du Malian? Qu'est-ce qui peut lier Bon, alors, nous sommes des UPC. Nous sommes dans le sillage de l'esprit de la philosophie de l'UPC. L'UPC a été interdit par les Français en 1955. Cette interdiction, il y a eu des élections. Les petits partisans au Cameroun, dont l'UPC était exclu du Cameroun, des anti-UPCistes. Et elle les a soutenus. Donc voilà la démarche de l'UPC. En 92, c'est la même démarche que nous avons posée. C'est une constellation qui a continué pour le changement du Cameroun. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pour le pays, nous aimerions franchir des pas pour que le pays change. Et dans cette dynamique, nous apporterons notre pierre. Nous ne voulons pas être au centre des événements. C'est les événements qui choisissent les leaders, ce n'est pas le contraire. Donc aujourd'hui, la position que le parti occupe à travers ma personne est une position qui est amenée par les événements. Nous n'avons pas une baguette magique pour créer ces situations. C'est les événements, la situation, les problèmes qui nous ont amenés aujourd'hui à faire de Camto un candidat potentiel. Mais ce n'est pas votre idéologie. Même si tout le monde le sait. Et on a échangé des propos toujours pas gentils entre nous. Mais tout ça, c'est rien par rapport à l'intérêt. Et vous parliez d'un revers de la main, tout ce qui a été dit sur vous par certains militants, c'est vrai, c'est une violence là. Oui, bon, vous savez, on est au-dessus de ça. Les Oum, les Moumi, les Wandi, même récemment, ont reçu des choses plus exécrables. C'était Wandi, par exemple, de Wandi, je ne sais pas comment le qualifier. Mais c'est l'histoire qui juge en réalité. Au-delà de diatribes entre les hommes politiques, l'intérêt du pays doit primer. Alors, si je sais quand même, Oui. vous avez dit tantôt que vous êtes une personnalité forte, une candidature forte. J'aimerais que avant de travailler sur le propos de l'honorable Kapalibi, qui avait appelé à l'occupation des forces au sein de l'opposition. Selon lui, c'est ça, le seul gage pour pouvoir renverser le régime en place. C'est une... Pour lui, c'est le seul gage Oui. pour renverser le régime en place. L'occupation des forces au sein de l'opposition. Oui. Une coalition forte de Oui. l'opposition. Il a même appelé certains candidats, certains, donc Joshua Rouzi, M. Rescato, M. Exemple Pierce, c'est que je m'appelle Pierce plutôt. Alors, M. Matola, alors que pensez-vous de l'idée annoncée par Kapalibi? Vous savez, on ne sait ce qu'on fait. Non, pas. Parce que cette assertion de l'utilisation des forces, c'est pas une question de travail. Depuis 1992, les échecs que l'opposition a viennent du fait de la non-utilisation des forces. Il y a eu beaucoup de tentatives. Donc c'est une idée qui est dans le contexte politique depuis des mois. Là, c'est dans le contexte actuel, Oui. il est nécessaire effectivement comme une coalition. Depuis 1992, c'était nécessaire et absolument nécessaire. Mais les constructions qu'on a tenté de faire n'y ont pas abouti. Pour une des raisons majeures. C'est que la politique, c'est aussi le rapport de force. Bon, sans dire que le vélo ne porte pas le bateau, il faut dire que la politique, c'est les rapports de force. Il faut en tenir compte dans les coalitions. Si vous n'en tenez pas compte, vous allez droit vers l'échec, comme on les a eu, ces échecs, depuis 1992. En 1992, le rapport de force était tel que contester la candidature de Foundi était impopulaire. Et ceux qui l'ont tenté en ont eu des freins. On aurait battu Paul bien largement si un certain nombre de dirigeants de l'opposition encore
en activité ne s'est pas présenté. Mais le pouvoir s'est présenté là, il est 19%. Vous achetez 19%, au 36% attribué par du Panamouais à Fondi, ça fait 55%. Ça vous voyez? Alors, selon vous, dans le contexte actuel, est-ce que l'exemple du 92 ne devrait pas être pris? On est dans le sillage de l'UPC depuis 1955, où elle a été interdite, où elle a toujours, malgré ça, privilégié l'intérêt du pays en soutenant des candidats ou des coalitions susceptibles de faire bouger les lignes. Si c'est 192, il y a eu des tentatives malheureuses faites par d'autres partis politiques, mais qui n'ont pas tenu compte du rapport de force. Aujourd'hui, le Manidem a dit qu'il faut tirer la leçon des échecs depuis 1992 et qu'il faut faire des coalitions, bien sûr, mais tenir compte également du rapport de force pour que cela soit efficace. Au sein de l'opinion publique, il est constamment évoqué le fait que les hommes politiques, les opposants camerounais soient animés par sentiment l'égoïsme, d'où effectivement ce manque de coalition. Vous savez, l'égoïsme, c'est un mot, c'est les intérêts. C'est les intérêts qui peuvent. Pas d'intérêt, pas d'action. Ce qui bloque l'égoïsme, oui, bon, chacun est fier de ce qu'il est. Bon. Mais l'intérêt du pays doit transcender nos égoïsmes. Il y a peu de gens qui trouvent qu'ils ne sont pas très beaux. Hein. Mais les preuves des faits montrent que tout le monde n'est pas master ou miss lorsque le concours arrive. Donc c'est la même chose. Vous allez avoir des égos, être égoïste, ben regardez quand même autour de vous, qu'il y a peut-être de temps en temps mieux que vous pour conduire tout le monde, c'est ça. L'égoïsme ne peut pas être une valeur ou une qualité qui transcende l'intérêt du Cameroun. Vous savez, nous, on ne réfléchit pas à Cameroun. Le matin, je pense au Cameroun, la midi, je pense au Cameroun, le soir, je pense au Cameroun. C'est notre horizon indépassable. C'est le Cameroun. Le reste, nos ambitions personnelles. Bon. Alors, lors de ce scrutin présidentiel, quel est le programme politique qui sera présenté par le candidat? Celui de Ouestramato ou celui de la... C'est un programme commun de gouvernement qu'on a déjà élaboré, qu'on a envoyé à certains candidats. Quand vous dites coalition, quand vous dites candidature forte, c'est également l'expression d'un programme commun. Si vous mettez ensemble, bon, vous ne dictez pas, on rafistole, on ajuste, on amende. Et ce programme sera mis en destiné au public. Il faut que le public sache ce que nous allons faire dès que nous allons battre sur le futur régime. Alors, président Lekadé, revenons sur la candidature de Ouestramato. Depuis qu'elle a été déposée, est-ce que vous subissez des pressions, que ce soit du côté de l'opposition ou encore même du côté du pouvoir en place? Les pressions, je vois, j'ai un ami qui dit que la seule pression qu'il subit, c'est la pression atmosphérique. Les pressions qu'on a eues depuis qu'on... Même des parents, quand m'engage en politique, mes parents font pression que cela ne se passe pas. Bon, il y a eu de petites tentatives, mais sans grande conviction. Je pense que le pouvoir connaît ses vrais adversaires. Ils ne se trompent pas. C'est pour ça qu'on est souvent qui se trompent, de bonne foi, de mauvaise foi, et qui disent des choses détestables. Vous imaginez ce qu'on a pu faire là, garder ce truc secret pendant des mois et des mois, et pouvoir chercher partout. Ils n'ont pas vu au côté du Manidem. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que le Manidem a une position sur le plan politique très forte et qu'il n'irait peut-être pas faire des alliances dans ce sont les idéologies en fait qui les ont permis. Voilà, mais ils ont oublié que le Manidem c'est le sillage de Oumoblé, etc. Que l'intérêt du pays peut amener le Manidem à faire des alliances qui ne cadrent pas avec ses notions révolutionnaires. Tant pis pour eux, ils ont manqué de jugeote, ils ne sont pas très intelligents. Alors, quel regard portez-vous sur les institutions électorales actuelles, surtout en ce moment, dans cette période cruciale? Vous savez, nous faisons confiance à Eric à un moment que structure. Bon, il y a certainement des anciens du RDP qui n'ont pas muté. Mais quand on les rencontre dans les séminaires, etc., il y a quand même une volonté de changer la preuve même des évolutions. Mais d'abord, ils sont bloqués, ils sont encadrés par un budget qui ne permet pas de faire tout ce qu'ils veulent.
les lois se font à l'Assemblée obèses du RDPC, le pouvoir ne peut pas dérouler le tapis rouge à l'opposition. Vous savez, un pouvoir, quel qu'il soit, a pour objectif de se maintenir. Et ce n'est pas lui qui déroulerait le tapis rouge à ses adversaires pour qu'ils perdent le pouvoir. Donc il faut intégrer le fait qu'il n'y aura pas de code électoral qui satisfasse l'opposition. Il n'y aura pas de code électoral qui mettrait le pouvoir et l'opposition sur le même pied d'égalité. Sauf si son mazo. On se bat pour l'améliorer et c'est le rapport de force qui détermine la qualité de ces améliorations. Mais pour le moment, ils ont une majorité obèse à l'Assemblée, ils ont les gouverneurs, ils ont les préfets, ils ont les élites, les DG, etc. Ils considèrent que ça suffit pour faire comme ils veulent, pour se maintenir. Voilà l'occasion de les mettre à la porte et de changer la donne. Nous, si on a le pouvoir, on va faire un code électoral qui satisfasse le régime et l'opposition. Parce que nous croyons profondément que ce qui doit primer, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général se construit avec tout le monde, sans séparisme. Ils sont les champions du séparisme. La confiance du peuple envers l'État est proche de zéro, au vu des inscriptions. C'est pas très juste que ce soit proche de Nous zéro. sommes dans un pays de 30 millions d'habitants, Oui. et on a à peine 8 millions qui sont inscrits. Est-ce que cela ne dénote pas quand même du fait de manque de confiance de ces populations envers l'État? Bon, ça tient aussi d'une certaine responsabilité des Camerounais. Bon, c'est vrai que le contexte ne s'y prête pas. C'est vrai que les gens n'ont pas conscience qu'on peut gagner. En 92, il y avait le sentiment de la victoire. Quelle est là? Depuis 92, en cause de défections, etc., ce sentiment a disparu, subjectivement. Nous travaillons à le ramener à un niveau où les Camerounais soient persuadés que la victoire est possible. C'est ça le discours subjectif. On dit c'est possible. Vous savez, on peut être fort et ne pas avoir le sentiment qu'on est fort, avoir peur. Dans les quartiers, il y a souvent des petites personnes, des gens pas très costauds, mais qui menacent tout le monde. Même des costauds qui ont peur parce qu'ils n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent venir à bout de ce garçon. C'est la même chose. Les Camerounais ont perdu l'espoir à cause des défections, etc. Nous voulons leur redonner l'espoir. Et la candidature que nous avons investie est de nature, avec les autres forces de l'opposition, à redonner l'espoir. C'est ça qui nous motive. Alors, le climat social est tendu, vie chère, pénurie d'eau et coupure d'électricité. C'est vrai que vous avez dit il y a quelques instants à la question de Michel Zili, que vous êtes en train de travailler sur un véritable programme politique, mais qu'est-ce qu'on peut quand même retenir aujourd'hui en regardant cette émission de ce que vous préparez et que vous proposerez au Cameroun? Vous savez, on ne peut pas faire pire que bien dans le contexte actuel. Il y aura certainement tout le monde souffre de ça, y compris nous. Moi, je vis à Bali, quartier, on coupe tout le temps, on coupe. On a beau être aussi la ligne du gouverneur, ça coupe. Bon, le gouverneur, il a un groupe électrogène, bon, il n'en souffre pas beaucoup, surtout que ce n'est pas lui qui paye les frais. Mais tout le monde en souffre. Alors imaginez, 14 et mois sans eau. Imaginez l'arrière-pays où les gens vont dans les zones de Marigot, les zones de Marigot. Vous savez, vous allez voir ce programme. En quelques mesures, on va régler ce pays. Vous savez, des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas produire. Voilà une incidence directe sur l'économie. Les gens qui ne se sentent pas à l'aise, qui ont un mal vivre, ne peuvent pas produire. Les gens qui n'arrivent pas à dormir à cause des moustiques, de la chaleur, ne peuvent pas produire. Donc, tout ce qui manque au Camerounais est de nature à empêcher le développement et l'épanouissement de ce pays. Mais vous ne pouvez pas quand même dire que ce sera sur un coup de baguette magique que tout cela va se résoudre. Ce ne sont pas les ressources qui manquent, justement. Ce n'est même pas les compétences qui manquent. Ceux qui dirigent ce pays ont fait des brillantes études, ils sont compétents dans leur domaine. Qu'est-ce qui manque? La volonté politique et l'orientation politique, la vision politique. Ce pays est dirigé par un régime néocolonial, où les intérêts des Camerounais ne sont pas prioritaires. Et, le pays est entre les mains des grandes puissances, des multinationales. Donc les intérêts fondamentaux des Camerounais sont négligés, sont mis en second plan. Il suffit de renverser la vapeur. Si c'était 20 pour le Cameroun, 80 pour l'étranger, on renverse, et puis le pays, ils sont ensemble.
Alors ce soir, plusieurs personnes nous regardent, y compris la société civile, votre regard sur le rôle de la société civile, j'irai même plus loin, des influenceurs et tous ceux qui peuvent porter la voix. Bon, la société civile, généralement, d'abord, vous voyez, quand on parle de société civile, c'est très vaste. Ça va des organisations non gouvernementales, à des associations, à des élites, mais elles sont généralement régionalistes, tribalistes, liées au pouvoir. Donc leur influence sur le développement du pays, sur l'avenir de notre pays, est liée à leurs intérêts vis-à-vis du pouvoir. Donc leur rôle n'impacte pas beaucoup le changement dans ce pays. Et il y a d'autres organisations qui se parlent, mais très peu, puisque... Pourtant ailleurs, c'est la société civile qui porte. Mais ailleurs, le Cameroun n'est pas un pays normal. C'est un pays qui marche sur la tête. C'est un régime néocolonial qui fait très peu, qui donne très peu d'importance à la satisfaction des besoins de sa population. Comment voulez-vous que la société civile soit une société civile active? Ailleurs, on ne ferait pas des choses comme le fait qu'Atagandi manipule les gens, gronde tout le monde, ferme le site du Minat à minuit 30 après le candidature pour qu'on n'ait pas voir que... Parlant de ceci qui est ouvert, nous l'avons consulté il y a quelques mois. Voilà, ah oui, c'est sous la pression. Mais il avait fermé. Pourquoi il avait fermé? Parce qu'il a vu que, bon, il a monté des choses extraordinaires, 3 candidats dans le même parti. Il voulait, certainement, peut-être que tout le monde le connaît, faire des modifications avant de leur réouvrir. Mais la pression était si forte qu'il est obligé de réouvrir. Aujourd'hui, ces manipulations sont au grand jour. Parmi du gouvernement, M. Ségalais, que pensez-vous des élections au sein du gouvernement? Quel est le regard que vous portez? Quelle analyse fait? Ce sont les signes de la fin du gouvernement. Ce régime, c'est ainsi. Vous savez, vous n'avez encore rien vu, vous allez voir pire que ça. Mais c'est pas par d'un coup du RDPC pour montrer comment rien ne va pas. Non, de toute façon, des batailles épiques. Vous savez, je leur ai dit ça toujours dans une conférence de presse que peut-être que c'est nous qui allons séparer les bagarres. Parce qu'ils risquent d'avoir beaucoup de victimes. Et leur bagarre interne risque même d'entraîner le pays, compte tenu des manipulations, des caporalisations tribalistes et régionalistes, dans un chaos. Donc nous, on doit être responsables pour deux. Nous allons séparer les bagarres pour que le pays ne s'engage pas dans le chaos. Monsieur Ségalais,